Bienvenue sur Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. André Loise de micro avec aujourd'hui Ingrid Hayes pour parler de Radio Lorraine Cœur d'Acier. Je suis avec Ingrid Hayes qui a écrit un livre qui s'appelle Radio Lorraine Cœur d'Acier, Les voix de la crise, paru aux presses de Sciences Po. Et c'est un livre très intéressant, en particulier parce qu'il revient sur un lieu qui a été emblématique des luttes ouvrières, de l'histoire sociale, qui a été aussi le premier terrain d'enquête de Gérard Noiriel qu'on a évoqué dans le podcast, Longwy et la crise de la sidérurgie lorraine, les luttes pour préserver l'emploi à la fin des années 70 et au début des années 80. Mais ce livre est particulier parce qu'il revient sur cette question à travers ce qui a été pensé comme un instrument de ces luttes, une radio, Lorraine Cœur d'Acier. Je donne quelques points de repère pour raconter comment ça s'est passé. En décembre 1978, il est annoncé que plus de 20 000 emplois seront supprimés dans le bassin de Longwy. Toute une mobilisation s'organise pour défendre les salariés et l'emploi, et pour appuyer cette mobilisation, une radio est créée, et elle commence à émettre, illégalement d'ailleurs, le 17 mars 1979. Et elle émet jusqu'en janvier 1981, non sans beaucoup de changements, beaucoup d'interruptions ou de remises en question de la manière dont elle fonctionne. Et l'un des grands intérêts de ce livre est de ne pas faire simplement une histoire héroïque de ces militants de cette radio, ni une histoire nostalgique du monde ouvrier que nous avons perdu, mais de prendre au sérieux cette expérience, et aussi ses contradictions. Qu'est-ce que c'est que d'ouvrir l'antenne à des ouvriers ? Qu'est-ce que c'est que d'essayer de faire émerger une parole populaire, féminine, immigrée ? Comment ça fonctionne dans le cadre d'une radio créée par la CGT, et donc avec possiblement beaucoup de contradictions que ce livre explore avec beaucoup de finesse. Donc c'est un livre très riche à lire, pour quiconque s'intéresse à ces années qui sont des années charnières, la fin des années 68 en quelque sorte, un peu avant les déceptions liées à l'arrivée de la gauche au pouvoir, et plus largement à l'histoire sociale et à la question d'une parole populaire qui peut émerger. Alors merci Ingrid Hayes d'avoir accepté cet entretien. Merci à vous de me permettre cet entretien. Alors vous êtes maîtresse de conférences en histoire à l'Université Paris-Nanterre. Est-ce que vous pouvez nous dire d'où est née cette recherche, comment vous êtes venue à travailler sur ces questions ? Alors en général, la première question qu'on me posait à Longwy, c'était, quand je menais des entretiens ou quand j'allais voir les archives, c'était mais vous êtes évidemment de Longwy. Et en fait, absolument pas. J'ai absolument aucune connexion avec Longwy ni avec la région Lorraine en général. Et en fait, la première connexion avec le sujet, c'est au moment où je préparais les concours de l'enseignement. Donc ça commence à faire un moment maintenant. Je préparais le CAPES et une des questions au programme, c'était une question qui portait sur l'industrialisation. Et j'ai lu l'ouvrage de Gérard Noiriel que vous avez évoqué récemment, Longwy, immigré et prolétaire. Alors le livre en lui-même m'a beaucoup intéressé, et dans l'épilogue, la radio était mentionnée. Donc c'est la première fois que j'en entendais parler et que mon intérêt était suscité. Et puis ensuite je suis partie enseigner. J'ai continué d'ailleurs à enseigner après pendant la recherche, mais j'ai recroisé par divers biais l'histoire de Lorraine Cœur d'Acier, et en fait, ce qui m'intéressait dans cette affaire, j'avais absolument aucune idée de quel type de source j'allais trouver, mais ce qui m'intéressait dans cette affaire, c'était justement cet aspect de point de bascule à la fois social et historique. Cette année, on le présente notamment comme la clôture du cycle qui est ouvert par 68, mais plus généralement, c'est vraiment, à la fois sur le plan social et politique, le basculement dans autre chose. Et c'est d'abord cet aspect-là, moi, qui m'intéressait. Alors justement, est-ce qu'on peut dire un mot un petit peu plus large de ce contexte ? C'est le début ou même la continuation de manière très marquante de la désindustrialisation, d'une crise industrielle, mais ce sont aussi des questions politiques avec la rupture du programme commun, c'est aussi un contexte international avec bientôt l'intervention soviétique en Afghanistan, donc il y a énormément de choses qui se jouent dans ces années qui précèdent de peu l'arrivée de Mitterrand au pouvoir. Oui, alors c'est même assez compliqué à gérer pour les différents acteurs localement. Effectivement, ce qui domine, c'est la question industrielle. Alors c'est une crise, les événements de 78-79 ont pris une telle ampleur, y compris dans les mémoires, qu'on tend à considérer que la crise de la sidérurgie commence à ce moment-là. C'est pas le cas. En réalité, elle commence au début des années 60,
Et ensuite, bon, je ne rentrerai évidemment pas dans les détails, mais il y a une série de plans de reconversion, etc. Et 78-79, c'est le principal, et c'est celui où il y a le plus de licenciements sans reclassement, mais c'est évidemment pas le premier. Mais en partie, je disais que ça avait pris beaucoup de place dans la mémoire, en partie c'est sans doute aussi parce que en 78-79, on est à la jonction avec une série d'enjeux politiques, notamment la rupture du programme commun, donc notamment entre le Parti socialiste et le Parti communiste, qu'il y a aussi une démonstration politique à faire, qui est double d'un certain point de vue, qui est qu'à la fois, disons que la sphère CGT communiste a des propositions à faire sur le terrain industriel, et à la fois que, malgré la rupture du programme commun, elle maintient son hégémonie politique sur le groupe ouvrier. Pour évoquer ce moment de bascule pour l'histoire ouvrière, pour l'histoire politique et syndicale, vous citez une phrase qui m'a beaucoup saisi à la lecture de Roger Cornu. « La classe ouvrière n'est plus ce qu'elle n'a jamais été ». Est-ce que vous pouvez l'expliquer un peu qu'est-ce qu'il y a derrière ? Alors, c'est l'avantage des formules, c'est que quand on lit ou quand on écrit, on peut y mettre un peu ce qu'on souhaite, et c'est vrai que c'est une jolie formule, mais c'est une des questions qui se posent à l'écoute des émissions et en dépouillant les archives pour essayer de comprendre ce qui s'est passé à Radio Lorraine Cœur d'Acier. C'est-à-dire, on découvre notamment une classe ouvrière, pour reprendre les termes employés, une classe ouvrière qui ne correspond pas ou en tout cas ne correspond pas tout à fait aux représentations qui sont véhiculées par la CGT et par le Parti communiste. Alors, sans doute aussi parce que grammaire radiophonique et grammaire militante ne correspondent pas, mais aussi parce qu'il y a une fragmentation du groupe ouvrier qui était rendue invisible par la manière dont les représentations de ce groupe étaient construites par la CGT et par le Parti communiste. Par exemple, il y a une prise de parole, plutôt, pas tellement une prise de parole d'ailleurs, mais les femmes prennent une place importante à la radio, et ces femmes, pour le peu qu'elles s'expriment, ce sont des femmes qu'on n'a jamais entendues. Et là, c'est vrai que c'est jamais que la moitié de l'humanité, mais c'est des femmes dont on pouvait faire comme si elles n'existaient pas, tant qu'elles ne s'exprimaient pas, et notamment on pouvait les considérer comme ouvrières, même si en réalité la plupart étaient non salariées, femmes de sidérurgistes. Donc on peut se poser la question de est-ce qu'on les inclut dans la classe ouvrière, est-ce qu'on parle plutôt de classe populaire en général. Donc de ce point de vue-là, par exemple, est-ce qu'on est dans une situation où on a un groupe ouvrier qui existait et qui se fragmente et qui décline et qui se transforme, ou est-ce qu'en réalité on est face à une situation où, évidemment, tout ça est vrai, le déclin est vrai, l'affaiblissement est vrai, mais on est aussi dans une expérience qui permet de découvrir que le groupe ouvrier, il était assez différent, en tout cas beaucoup plus complexe que la manière dont on se le représentait. Pour traiter ces questions et pour traiter cette période, vous avez fait un travail classique sur des sources écrites, et puis à partir d'entretiens, on pourrait y revenir, mais vous avez aussi utilisé tout le matériau sonore qui reste de cette radio. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu comment vous avez travaillé, et pourquoi même ce matériau a été compliqué à réunir ou à traiter, quelle est un peu l'histoire de cette source, et en quoi c'est une source particulière ? D'abord, peut-être insister sur le fait que c'est un matériau que j'ai découvert alors que ma recherche était commencée, c'est-à-dire j'en ignorais l'existence, et en fait, au moment où j'ai commencé, aux archives départementales de Seine-Saint-Denis, les archivistes venaient de commencer à traiter ce matériau qui avait été déposé par la CGT. Donc il s'agit de 987 cassettes. Alors les cassettes, disons que ça date plutôt du XXe que du XXIe siècle, et en termes de solidité, de capacité de transmission, bon... Donc, oui, les archives des tests, il faut vite le transférer sur un support plus stable. Donc au moment où je les découvre, elles sont en cours de transfert sur CD. Alors, ce qui est un peu étonnant, c'est que... alors on pourrait discuter du terme, mais disons que Radio Lorraine Cœur d'Acier, d'une manière ou d'une autre, s'intègre dans le mouvement des radios libres, et que c'est à peu près la seule radio libre pour laquelle on ait des traces. Alors, essentiellement parce que la CGT confédérale, souhaitait garder un œil sur ce qui se passait. Donc en fait, les émissions étaient systématiquement enregistrées et envoyées à la Confédération. Alors elles le sont pendant un an, elles le sont de mars 79 à mars 80, et ensuite les tensions sont telles entre la CGT confédérale et cette expérience locale que les militants cessent
d'envoyer les enregistrements et gardent chacun leur trésor de guerre. Alors, leur point de vue était évidemment compréhensible à l'époque. Par contre, ça rend les choses plus compliquées, pour les historiens, évidemment. C'est un peu frustrant. Voilà, autre chose qui est frustrant, c'est que les archivistes n'ont pas tout reporté sur CD. Vous dites qu'il y a 20% du matériau qui est manquant? Oui, c'est ça, à peu près 20%. Alors, ils ont indiqué quels étaient leurs choix, hein, c'est-à-dire qu'en gros, ils ne gardaient que ce qui était directement lié à Longwy, à la Lorraine, à la sidérurgie. Alors, en réalité, ils n'ont pas toujours pu appliquer à la lettre ce principe, notamment parce que parfois c'est difficile de couper. Bon. Et par exemple, ce qui est très présent, et c'est vraiment ce qui scande les émissions, c'est les pauses musicales. Bon, et les pauses musicales, elles ont rarement un lien ni avec la sidérurgie ni avec la Lorraine, et elles s'offrent aussi à l'analyse. Mais effectivement, c'est 20% en tout, et pour beaucoup, ce sont des émissions, peut-être qui finiront par les transférer, et il m'avait promis qu'ils le feraient, mais ce sont des émissions qui auraient sans doute beaucoup d'intérêt pour les historiennes, les historiens, ou plus largement, parce que on sortirait des problématiques syndicales et on irait y compris sur une série d'émissions culturelles qui étaient animées moins par les journalistes et plus par les acteurs du monde social. Les émissions. Gérard Noiriel avait animé des émissions d'histoire. Oui. On les a? Il y en a une. Et c'est celle qui est consacrée à l'histoire de l'URSS. Ah, c'est intéressant. Bon, alors, à écouter une autre fois peut-être. En attendant, c'est une radio, vous l'avez dit, qui s'inscrit dans le mouvement des radios libres, donc qui n'a pas d'autorisation de diffuser. Et donc, matériellement, c'est pas évident à mettre en place. Il y a même, je l'ai découvert en me lisant, des affrontements autour de l'émission, autour du brouillage des émissions. Comment ça se passe concrètement, la mise en place de cette radio, et avec quel soutien de la population locale, ou quelle implication de la population locale? Alors, les radios libres en général, ce sont des radios qui sont effectivement clandestines, on les a aussi appelées des radios pirates, et qui émettent dans des conditions marquées par cette clandestinité-là. Il se trouve que quand la CGT confédérale décide que c'est à Longwy qu'elle veut lancer son premier projet de radio de lutte, elle le fait en sachant que les conditions ne seront pas exactement celles-là, notamment parce qu'on est dans une mairie communiste. Donc l'hôtel de ville, enfin, en fait, c'est une partie de l'hôtel de ville sera laissée à disposition. L'antenne, elle est sur le toit de l'église. Bon. Donc, et les journalistes eux-mêmes... Avec l'accord du curé. Avec l'accord du curé. Et les journalistes eux-mêmes l'avaient exigé, c'est-à-dire eux-mêmes ont été partie prenante d'autres projets de radio libre, et eux, ce qu'ils souhaitaient, c'était cette fois une radio qui est pignon sur rue, avec un studio, voilà, un endroit où les gens puissent venir. Plus solidement installée que la quasi-totalité des radios libres. C'est même... C'est sûr. Oui. Mais vous dites quand même que la diffusion ne va pas de soi. Alors, ça n'empêche que les pouvoirs publics vont évidemment tenter de mettre un terme à l'expérience. Alors, ils ne sont pas en capacité de le faire en délogeant. Ça, c'est impossible vu le rapport de force locale. Ils ne peuvent pas juste envoyer la police pour déloger les occupants du studio. Mais par contre, et ça revient souvent dans les entretiens ou dans les discussions que j'ai pu avoir avec des gens qui étaient très jeunes à l'époque, il y a des hélicoptères qui survolent et qui sont là pour brouiller. Et ça va avoir une certaine importance quand même dans cette expérience, parce que ce que la CGT aurait voulu, c'est une radio qui rayonne à l'échelle régionale, c'est-à-dire, y compris l'investissement dans le type d'antenne, normalement aurait permis une diffusion régionale. Et en fait, comme ça n'était pas possible sur le plan, à cause du brouillage, de fait, la radio, c'est une des raisons, c'est pas la seule, mais c'est une des raisons pour lesquelles l'expérience a été finalement beaucoup plus territorialisée, locale, mais c'est aussi ce qui a permis l'implication aussi massive et aussi directe de la population. Oui, parce que c'était devenu leur radio pour un certain nombre des habitants, vous le montrez, vous l'expliquez. Alors, leur radio, et en même temps on touche à la contradiction qui est au cœur de votre livre, c'est que à qui appartient cette radio? Elle est fondée par la CGT, elle est conçue comme un instrument de lutte et finalement comme un relais de préoccupations syndicales, mais très vite elle devient autre chose, ou même dès l'origine presque, elle se propose comme étant autre chose. On peut écouter l'extrait de l'allocution inaugurale du journaliste Marcel Tria qui explique la raison d'être de Lorraine Cœur d'Acier. Aujourd'hui, 17 mars 1979, à 16h, première émission de Lorraine Cœur d'Acier. Lorraine Cœur d'Acier, une radio créée par la CGT et mise à la disposition de toute la population de Lorraine en lutte pour défendre ses emplois, son patrimoine industriel et humain. Lorraine Cœur d'Acier, une radio pour vivre, travailler, décider en Lorraine. Dans ce combat,
tous ne partagent pas toutes les positions de la CGT. Nous souhaitons que Lorraine Cœur d'Acier permette à tous de participer au débat, qu'elle aide à rassembler tous ceux qui veulent lutter pour l'avenir de notre région, qu'ils soient sidérurgistes, travailleurs d'autres professions, commerçants, artisans, enseignants, et quelles que soient leurs convictions personnelles. Cette radio est la radio de l'espoir. Ça ne passe plus là. C'est votre radio. Soutenez-la, participez directement à ses émissions, écoutez-la et faites-la écouter. On voit que dès cette déclaration inaugurale, ce n'est pas conçu comme un pur instrument syndical. On se propose de faire une radio ouverte, au-delà de la seule question de la sidérurgie, mais qui prend en compte l'ensemble des problèmes des couches populaires de Longwy. Alors, d'un certain point de vue, la CGT, en lançant cette radio, elle fait à la fois une preuve de sa force, et elle fait aussi la démonstration de sa faiblesse et des contradictions dans lesquelles elle se trouve. C'est-à-dire que Lorraine Cœur d'Acier est mise en place en mars, c'est-à-dire un moment où les mobilisations des sidérurgistes sont déjà relativement déclinantes et où, en réalité, l'appui de la population est un élément absolument décisif pour que la mobilisation se poursuive. C'est-à-dire que dans les usines, c'est compliqué. Donc ça, c'est la première chose, c'est que la CGT, en même temps, veut démontrer son hégémonie sur le groupe ouvrier et en même temps veut arriver à faire une alliance autour de ce groupe ouvrier. Et là, il y a un projet politique qui est commun à la CGT et aux journalistes qui sont tous les deux aussi des militants communistes. Et cette idée, c'est ce qu'ils appellent une alliance de classe. C'est-à-dire, partant du constat que le groupe ouvrier existe, mais qu'il ne sera jamais majoritaire tout seul, qu'il ne l'emportera pas tout seul, il faut arriver à construire avec toute une série d'autres secteurs, et pour le coup, dans une vision assez large, sous hégémonie, sous domination des groupes ouvriers. Et donc, ce que Marcel Tria, qu'on a entendu, indique dans son allocution qui a été discutée au mot près et avec la Confédération et avec l'Union locale CGT, c'est les enseignants, les commerçants. Bon, donc c'est une vision, encore une fois, assez large, qui inclut en fait l'immense majorité de la population locale. Ce qui veut dire aussi que cette radio devient tout autre chose que ce qui avait été conçu au départ, devient le lieu de critiques parfois ou de débats qui peuvent même être tendus sur un certain nombre de questions. Un des points que vous abordez qui est très intéressant, c'est la question des pays de l'Est, puisqu'il y a un certain nombre de gens qui vont venir parler au micro de Radio Lorraine Cœur d'Acier en disant finalement, en RDA ou en Pologne, les choses se passent mal, et là on n'est pas vraiment dans la ligne, ni de la CGT ni du PCF, qui sont un peu gênés devant ces prises de parole. Peut-être commencer par dire que des débats de ce type, il n'y en a pas tant que ça. C'est-à-dire que sur 15 mois, il y a essentiellement deux questions qui sont vraiment discutées. Il y a d'une part la question des pays de l'Est, et d'autre part, ensuite, et ça évidemment c'était totalement inattendu, il y a la question de l'invasion de l'Afghanistan. Et ça va être un facteur de déstabilisation assez net d'une série d'acteurs, et notamment des journalistes. C'est un peu le moment où d'intellectuels organiques, disons, ils deviennent intellectuels dissidents, ce qu'ils n'avaient pas prévu en arrivant à Lorraine Cœur d'Acier. Mais dans un premier temps, quand le débat concerne les pays de l'Est, il est vrai que à l'antenne, sans doute que les journalistes et une série d'intervenants, pour certains, vont un peu plus loin que le PCF, mais on est quand même dans un ordre d'idées. Le PCF aussi critique une série de choses sur ce qui se passe dans les pays de l'Est, avec cette idée que finalement, chacun fait comme il veut. C'est la construction du socialisme. Chacun il y en a qui disent, ils partent de loin, il y a eu la guerre, c'est pas simple, il faut un peu fermer les yeux sur ce qui se passe, sur les atteintes aux droits de l'homme, parce que ça peut se comprendre. Mais on sent des gens quand même qui sont pris dans des tensions qui n'étaient pas forcément imaginables au moment où la radio est née. Alors c'est même étonnant pour un certain nombre, alors là c'est pas les journalistes, mais pour un certain nombre de militants qui sont allés en RDA ou qui sont allés à Moscou, etc., on sent dans leurs témoignages que eux-mêmes sont partis en RDA ou en URSS avec des représentations qui étaient les représentations dominantes. C'est-à-dire ils avaient beau sans doute sur leur lieu de travail défendre ce qu'étaient les conceptions diffusées par le PCF sur tout ce qu'il y avait de bien dans les pays de l'Est. En réalité, ils y sont partis sans doute avec ce qu'étaient les représentations dominantes, et ils reviennent, c'est même parfois un peu étonnant dans les formules, en disant
Alors c'est incroyable, c'est vrai qu'on trouve pas grand-chose dans les magasins, mais finalement ils ont l'air bien portants. C'est pas si mal. Ils sont pas si mecs que ça. Bon, on est sur l'expression de représentation auquel on s'attendait pas. Et puis après, il y a les journalistes qui, eux, ils ont aussi leur identité de journaliste. C'est-à-dire ils sont un peu en permanence tiraillés entre leur identité militante et leur identité de journaliste. Et ça, s'agissant des pays de l'Est, il y a à la fois l'idée que ça c'est un débat autorisé, voilà, parce que a priori au Parti communiste aussi on a le droit de critiquer les pays de l'Est, et c'est aussi un moment où ils peuvent eux se revendiquer en tant que journalistes, et notamment il y a beaucoup de critiques autour de l'absence de liberté de la presse, etc., pour laquelle ils indiquent que en tant que journalistes ils ne peuvent pas s'identifier à ce type de mesures. Et puis, certains autres acteurs de la radio qui, eux, indiquent évidemment que les problèmes de démocratie ou de liberté, ils se posent aussi et surtout dans les pays capitalistes, mais justement parce qu'il s'agit des pays de l'Est et des pays socialistes, ils devraient être absolument irréprochables pour empêcher toute campagne anticommuniste dans les pays de l'Ouest. Alors cette question des journalistes professionnels et de leur habitus assez différent quand même de celui des militants CGT, une question qui traverse tout l'ouvrage, qui est très intéressante parce que ça pose aussi la question du rapport à la culture légitime. Il y en a qui vont essayer de faire des émissions de jazz et puis qui à un moment sont très frustrés parce qu'ils se rendent compte que la population longue ne va pas forcément vers les concerts ou vers ces émissions, et donc il y a à la fois l'idée qu'il faut respecter la culture ouvrière ou la culture de la classe ouvrière à laquelle on s'adresse, mais en même temps parfois la tentation de l'élever en transmettant les normes de la culture dominante. Il y a là quelque chose d'ambigu qui se joue dans le rapport à la culture, dans le rapport finalement au public de la radio, avec des journalistes et puis d'autres intervenants de la radio qui sont plutôt en position de domination culturelle, et en même temps qui sont gênés par cette domination et qui cherchent des moyens d'en sortir sans les trouver tout à fait. Alors, les journalistes eux-mêmes, ils sont dans une position compliquée. Je disais tout à l'heure, ils sont tiraillés entre leur identité de journaliste et leur identité de militant. Mais il y a un autre aspect, alors ils ne sont pas les seuls représentants de cette contradiction-là, surtout dans les années 70, mais ils sont ce que Gérard Mauger appellerait des transfuges de classe, ou des intellectuels de première génération. C'est-à-dire qu'ils sont issus de milieux populaires, ils ne sont pas issus de milieux ouvriers, ni l'un ni l'autre, mais ils sont issus de milieux populaires, ils ont fait des études supérieures, et ils sont donc intellectuels de première génération. Et à ce titre-là, ils sont effectivement tiraillés entre la valorisation de la culture populaire et leur attachement par fidélité à cette culture populaire, et en même temps cette volonté de transmettre la culture dominante qu'ils ont acquise par leurs études supérieures. Et puis, il y a un autre aspect qui est qu'ils sont là dans un milieu qui leur est quand même en partie inconnu, dans ce milieu ouvrier marqué par la mono-industrie, etc. Et ils y restent quand même 15 mois, même s'il leur arrive de rentrer à Paris, et ils vont avoir une tendance naturelle aussi à trouver des gens qui leur ressemblent. Et c'est une des raisons pour lesquelles à la radio, on trouve, disons en proportion, beaucoup plus, on peut dire, d'intellectuels des classes moyennes que si on prenait la sociologie du bassin de Longwy. Aussi parce que les journalistes, ils sont à la recherche de pairs, et puis des gens avec qui ils ont des sujets de conversation en commun, avec qui ils peuvent parler cinéma, avec qui ils peuvent parler musique. Et inversement, lorsque des gens proposent des émissions sur la moto ou l'élevage des chiens, c'est pas très valorisé par la radio, alors qu'on peut penser que c'est plus proche de certaines préoccupations des auditeurs. Alors c'est en tout cas pas valorisé par les journalistes, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cet aspect, la culture dominante, c'est aussi la bonne culture. Et quelque part entre les deux, entre la culture populaire et la culture dominante, il y a les masses médias, il y a cette culture commerciale, cette culture de masse qui est imposée aux groupes populaires et notamment à la population ouvrière. Et c'est contre cette culture-là qu'il faut lutter. Et voilà, ça veut dire qu'on ne passe pas Claude François si on peut éviter. On évite les émissions qui renvoient trop à ce qui pourrait apparaître comme des stéréotypes de classe. Alors je cite à propos de Claude François, l'extrait que vous mentionnez, on n'a pas l'audio malheureusement, on passe une musique de Claude François, puis le micro de l'animateur est resté ouvert, et il dit « Dis donc les mecs, choisissez un peu les morceaux, c'est que de la merde, c'est épouvantable. Avant de passer un disque, discutez un peu avec les gens. » Il y en a un qui répond « Mais c'est les gens qui demandent. » Et là, on a toute cette ambiguïté autour
effectivement de quelle musique on va passer. Est-ce qu'on essaye de sortir les gens de cette culture dont on estime qu'ils sont prisonniers, ou est-ce que finalement on valide aussi leur choix? Alors ça renvoie à une question de fond dans votre ouvrage, qui est quelle place pour la parole ouvrière? Et là vous avez une formule, encore une fois, qui est frappante. Vous dites la radio leur donne la parole et en même temps la confisque en partie. Vous les avez comptés, ces ouvriers qui parlent, ils sont nombreux et en même temps il n'y a pas qu'eux qui parlent et leur expression est parfois encadrée. Alors c'est vrai, c'est-à-dire que d'abord il y a peut-être à souligner le fait que on est dans une phase où une série d'anciens militants de 68, disons, de mai-juin 68 ou des années 68, sont en phase de reconversion. Et un des moyens de reconversion qu'ils ont trouvé, c'est, alors s'il y a une forme de relocalisation de leurs préoccupations, mais c'est cette idée qu'on va aller donner la parole, libérer la parole, avec toute la part d'illusion qu'il y a, comme s'il suffisait d'ouvrir un micro pour donner la parole. C'est évidemment pas si simple, ça veut pas, les déterminations sociales persistent, etc. Ce qui est certain, c'est que la radio a permis une expression ouvrière, et ça c'est suffisamment rare pour le souligner, c'est aussi ça qui rend l'analyse des sources absolument passionnante, mais ce qui est passionnant aussi, c'est d'entendre que dans une radio qui a été lancée par la CGT, dans un lieu mono-industriel, et normalement encadré directement par la CGT, on a aussi une parole, et même on a majoritairement une intervention, pas très majoritairement, mais majoritairement quand même, une intervention de groupes qui ne sont pas le groupe ouvrier. Et il y a un autre aspect intéressant, c'est que finalement, celles et ceux issus des catégories populaires ou du groupe ouvrier qui arrivent le mieux à intervenir à la radio, c'est pas nécessairement les syndicalistes qui ont une longue expérience de la prise de parole derrière eux. Oui, parce que c'est pas la même prise de parole, justement. Absolument. Un micro et une AG, un micro et une réunion de section, c'est pas exactement la même chose. Oui, ils ont beaucoup plus de mal avec le cadre radiophonique, notamment parce que le cadre radiophonique, pour que ce soit un minimum radiogénique, il faut quand même un peu s'impliquer individuellement, un peu parler de son parcours personnel, ce qu'ils ont beaucoup de mal à faire parce que c'est absolument contradictoire avec ce qu'a été la construction de leur habitus militant. Et c'est sans doute aussi un des facteurs de tension qui a ensuite rejoué au moment de la reprise en main, c'est-à-dire qu'il y a une série de syndicalistes qui ne se sont pas retrouvés dans cette radio parce qu'ils ne savaient pas comment faire avec ce cadre. Et je me souviens, par exemple, alors là, c'est pas un syndicaliste, mais c'est quand même le député du coin, député communiste Antoine Porcu, qui est présent. Alors normalement, quand même, il faut faire preuve de respect à l'égard du député ouvrier de la circonscription, et on lui fait des blagues. Et il est pas en mesure, dans le cadre radiophonique, d'y répondre, mais forcément, ça a dû avoir un effet sur lui et plus largement sur un secteur qui a pu penser que ça faisait partie des choses qui ne se faisaient pas. Ce même type de contradiction se retrouve pour une question que vous avez un petit peu abordée déjà, qui est la question de la prise de parole féminine. Vous montrez que c'est à la fois tout à fait neuf et rare de faire émerger une parole féminine, y compris sur des questions dont on peut penser qu'on ne parlait pas ou très peu. Le passage sur les accouchements, la douleur des accouchements des femmes qui témoignent est absolument poignant à lire, et mon impression c'est que c'est quand même rarissime dans le paysage médiatique de l'époque. Et en même temps, vous montrez qu'il persiste du sexisme ordinaire à l'antenne, ou des assignations à une place féminine qui est quand même subalterne. Alors, est-ce que vous pouvez là aussi revenir sur cette tension et la place des femmes à l'antenne et dans la radio? Alors à l'antenne, en fait, on peut considérer qu'il y a 3 groupes de femmes différents. Pour le dire très vite, un premier groupe qui sont des femmes salariées syndicalistes, qui sont surtout présentes au début et qui ont en tête l'idée d'essayer de faire des débats sur la condition des femmes. Bon. Et puis progressivement, elles retournent travailler puisque les mobilisations déclinent, et aussi parce que sans doute elles ne trouvent pas tout à fait leur compte dans cette radio. Il y a un deuxième groupe qui sont plutôt les étudiantes, les enseignantes, qui n'animent pas d'émissions autour des questions femmes, d'ailleurs en général n'animent pas d'émissions du tout, mais qui s'insèrent dans le groupe d'animation et qui passent beaucoup de temps à la radio. Et puis il y a un troisième groupe qui est en fait sans doute en nombre le groupe dominant des 3, qui est un groupe de femmes qui n'ont pas d'expérience militante préalable et ne sont pas salariées, qui en général sont des femmes de sidérurgistes
et qui vont à la radio avoir une place importante et pour qui la radio va constituer un événement majeur, y compris bouleversant dans leur vie. Certaines ont vraiment failli changer de vie et ont partiellement changé de vie. Mais elles sont cantonnées dans des tâches subalternes. Elles interviennent assez peu. Elles s'occupent de tâches techniques, elles s'occupent de l'accueil, elles s'occupent de faire le café, pour reprendre une expression qui est citée à plusieurs reprises. Donc on est du coup dans une insertion contradictoire des femmes, avec effectivement l'irruption d'une parole féminine absolument inattendue de temps en temps. Et l'exemple que vous évoquez sur l'accouchement est particulièrement frappant parce que c'est un des seuls moments en fait où tout le monde est déstabilisé, y compris les journalistes, qui d'habitude, grâce à leurs compétences professionnelles, arrivent à gérer la prise de parole des différents acteurs et actrices. Et en l'occurrence, cette fois-là, ils sont vraiment profondément déstabilisés par l'irruption de cette parole féminine, au point qu'ils vont devoir explicitement faire en sorte de mettre un terme à cette expression à propos de leurs accouchements. Pas des leurs à eux, mais de l'accouchement des femmes qui interviennent. 5 avril 1979, extrait de l'émission sur l'accouchement. D'abord, à 7h du soir, je suis un peu émue, ça me rappelle tant de souvenirs. À 7h du soir, la sage-femme me coupe les os. À 10h10, vraiment, c'était intenable. Alors... Oui, allez-y madame, tranquillement. Alors comme je n'en pouvais plus, je n'avais plus de respiration, j'avais absolument plus rien. J'ai crié presque un haut secours. Alors l'infirmière est arrivée et dans l'état j'étais, elle a fait appel au médecin. Et là, le médecin, au bout de peut-être 4-5 minutes, est accouru parce qu'il n'habitait pas là. À 10h20, il m'a empoigné, je vous assure, il y a massage cardiaque, on m'a fait un peu de tout, j'avais des piqûres de tous les côtés. J'avais l'enfant qui se présentait bien à 7h du soir, et à 10h20, il était tout de travers. L'enfant, il s'était déplacé. Et au bout de 10 minutes, ils m'ont fait les forceps. L'enfant était là à 10h30. Alors, pour deux jours et demi de souffrance, le docteur a mis 10 minutes pour me l'enlever. Vous comprenez ce que ça représente un peu pour une mère de famille? Ensuite, l'enfant, on m'a mis dans mon lit. Je me suis réveillée seulement le lendemain matin parce que il m'avait certainement piqué, je ne me rappelle plus de rien. J'avais les édredons sur le dos, j'étais inondée de sang. Mon enfant était avec la bave. Il avait un bleu à l'œil, il avait l'œil fermé, il avait des pains. Enfin, il était vraiment, je croyais même qu'il aurait un œil perdu, mais non, tout s'est bien arrangé. Bon, pour finir sur ce point, ce qui finalement est un peu compliqué, mais c'est aussi le cas sur le rapport à la culture, ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est que Lorraine Cœur d'Acier a fonctionné comme elle a fonctionné, a permis cette expression d'une série de femmes, a permis cette expression ouvrière parce que les journalistes étaient là et ont mis leurs compétences professionnelles au service du projet, et en même temps, ils sont eux-mêmes un peu le plafond de verre. C'est-à-dire qu'ils sont... la position dans laquelle ils sont fait aussi qu'ils sont dans une position de légitimité un peu incontestable. Et du point de vue des femmes, comme du point de vue des syndicalistes, soit on accepte le cadre tel qu'il est, y compris sur le plan culturel, on accepte qu'on est plutôt dans une position d'apprenant, et dans ces cas-là, la radio convient tout à fait, soit ça n'est pas le cas, et on peut se retrouver un peu déstabilisé, voire énervé, et prendre cette distance assez radicalement avec la radio. Alors en parlant de distance, il y a un groupe qui reste en partie à distance, c'est le groupe des ouvriers immigrés, qui ont leur place à la radio, mais vous parlez d'une place qui a une autonomie imposée, une émission qu'ils animent, et puis assez peu d'interaction finalement avec les autres membres de la radio, donc là encore cette contradiction entre quelque chose qui a le mérite d'exister, et en même temps a une place qui n'est pas tout à fait centrale. Je pense quand même qu'il faut, sur ce point-là, commencer par se dire qu'on est en 1979 et que la CGT, ce qui n'est quand même pas tout à fait rien, prend la décision de mettre en place une émission hebdomadaire qui est essentiellement en langue arabe, même s'il y a aussi des parties en français, donc une fois par semaine, une émission animée par des immigrés originaires du Maroc,
et donc qui se passe en partie en langue arabe. Et ça, c'est absolument inédit à l'échelle de la CGT. Donc je pense que c'est quand même d'abord ça qu'il faut retenir, parce que voilà, du point de vue de l'expérimentation, là, on est dans un registre assez extraordinaire. Introduction de l'émission, la parole aux immigrés. السلام عليكم. والآن غادي نستمعوا للنقاش اللي غادي يوقع مع الإخوان العمال المهاجرين باستديو لورين كير داسيي أي لورين قلب الحديد بلويرو. شكرا لكم. Et en même temps, ce qui est vrai, c'est que ce choix volontariste, c'est aussi le résultat des difficultés de la CGT à s'implanter dans les couches les plus récentes de l'immigration, donc issues de l'immigration maghrébine, notamment à Usinor. Alors, on est par ailleurs dans une région qui a été marquée par toute une série de strates successives de vagues d'immigration. Là, il y a une jonction entre cette nouvelle strate arrivée à partir des années 50 et 60 et la crise, et il y a une difficulté à s'implanter dans ces populations qui du coup continuent, on est juste au début du processus de regroupement familial, continuent à se dire que ben oui, ils vont prendre la prime de départ et ils vont rentrer. Donc ça, c'est le premier aspect, c'est qu'il y a un aspect volontariste lié aux difficultés d'implantation de la CGT dans ces couches immigrées. Et avec aussi une volonté antiraciste explicite à la radio, et vous dites d'ailleurs que ça a eu des effets et que beaucoup de gens l'ont vécu comme presque une révélation pour eux-mêmes. Ça a ouvert les yeux de pas mal de gens sur des impensés racistes qu'ils pouvaient avoir, donc ça a eu une vertu de ce point de vue-là. Ouais, ça c'est explicite dans les entretiens que j'ai pu avoir pendant mes recherches, mais c'est déjà explicite au moment même de la radio. Alors c'est toujours pareil, hein, on prend toujours les mêmes exemples et c'est difficile d'en mesurer la représentativité, mais il y a notamment un qui apparaît et qui s'appelle Léonard et qui explique à quel point lui, les immigrés, ils ne pouvaient pas les voir en peinture et qui finalement va fonder le comité local du MRAP. Et alors, ce que vous disiez sur l'autonomie subie, ce qui est vrai aussi, c'est que, d'abord, c'est un très petit nombre, en fait, de syndicalistes immigrés qui, en général, sont sidérurgistes à Usinor, qui animent cette émission autonome. Et il est vrai qu'il y a assez peu de liens, à part un, qui est un peu intégré, et encore, il y a assez peu de liens entre cette émission-là, qui par ailleurs a lieu le dimanche, c'est-à-dire pas exactement le jour de la fréquentation principale du studio, et le reste de l'équipe. Et ce qui est marquant, c'est aussi qu'aujourd'hui, en tout cas au moment où j'essayais de faire tous ces entretiens pour compléter ce que les sources m'en disaient, absolument aucun acteur, aucun acteur, aucune actrice de la radio ne m'a spontanément parlé d'un ou d'une de ces immigrés qui étaient actifs à la radio, et aucun n'a conservé de contact avec aucun ou aucune d'entre eux. Donc, du point de vue de la mémoire, on voit quand même assez nettement que la frontière est maintenue. Le côté ouvert, en partie expérimental, avec les auditeurs qui appellent en direct, parce qu'on l'a pas dit, mais il y a une implication de la population qui peut téléphoner, le standard est ouvert, les gens prennent la parole ce côté-là, ne dure pas éternellement, et on voit nettement dans votre livre qu'à un moment, du côté de la direction de la CGT, il y a des choses qui ne passent pas, il faut reprendre en main la radio. Alors, est-ce que vous pouvez en dire un mot de comment ça s'est fait, à quel moment intervient cette volonté un peu de recadrer les choses? En fait, la CGT confédérale, c'est assez vite que la radio ne lui convient pas. Hein. C'est-à-dire qu'il suffit de quelques semaines pour qu'elle comprenne que ça ne lui va pas. Ça ne lui va pas, notamment, je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'elle aurait souhaité une radio de portée régionale et que ça n'est pas ce qui se met en place. Et parce que ça ne ressemble pas à ce qu'elle aurait souhaité. Il y a une revue de presse quotidienne, mais c'est une revue de presse qui est une revue de presse généraliste, que la Confédération juge neutraliste, je reprends son terme, c'est-à-dire elle aurait souhaité qu'on reprenne plutôt les publications de la CGT, éventuellement l'Humanité, mais qu'on évite de faire la publicité d'autres organes de presse qui peuvent plutôt être considérés du côté des ennemis de classe. Bon, je caricature, mais en tous les cas, voilà, la radio lui convient pas et c'est assez rapide. Et c'est assez rapide aussi que des réunions sont organisées pour que la Confédération explique tout ce qui ne lui va pas. Et en fait, ce qui prend un peu de temps, c'est d'avoir le rapport de force suffisant sur place
pour que la reprise en main se mette en place. Et en fait, parce que la population locale était attachée à cette radio, ça n'aurait pas été simple de dire on arrête l'expérience, on débranche, ça aurait été mal vécu, même si les luttes étaient déjà en train d'être perdues, vous ne pouvez pas mettre fin aussi brutalement. Alors il y a ça d'une part, et il y a aussi le fait que, y compris du point de vue des syndicalistes, dans un premier temps, par exemple l'union départementale, qui ensuite se fera assez hostile, l'union départementale, dans un premier temps, soutient. Au départ, les critiques venant de l'union locale ou plus généralement de la CGT de Longwy sont extrêmement faibles. Et c'est progressivement que les tensions vont s'accroître, mais surtout, c'est progressivement que les mobilisations ayant faibli et beaucoup d'acteurs et d'actrices étant de fait retournés à leur vie ordinaire, ce sera aussi plus simple de reprendre en main parce que ça ne provoquera pas, c'est-à-dire il y a une logique un peu délégataire à la fin, c'est-à-dire il demeure un attachement très fort à la radio, mais il y a beaucoup moins de militantes et de militants de la radio au mois de juillet 1980 qu'il pouvait y en avoir encore 6 mois avant. Donc la reprise en main se fait aussi parce que la situation a nettement évolué sur place. Et donc en fait, ce qui met un terme à la radio, c'est, dans sa première version, c'est le choix que fait la Confédération de licencier les journalistes, donc au mois de juillet 1980. Alors, ça n'est qu'une question de statut, parce que financièrement, la radio était autonome. Ouais. Hein, la licencier, CGT, ce qui au passage ne va pas de soi pour un syndicat qui défend l'emploi. Non, évidemment. Ça a été un des aspects les plus compliqués à justifier par la Confédération au moment où il a fallu... parce que donc, dans l'été, les journalistes sont licenciés et en fait, la reprise en main elle-même aura lieu en septembre avec toute une série d'étapes sur lesquelles je ne viens pas en détail. Mais un des points compliqués, évidemment, ça va être que la CGT elle-même est licenciée. Le dernier point peut-être à aborder, c'est la mémoire de cette radio Lorraine Cœur d'Acier, peut-être brièvement, sachant que c'est une mémoire qui est réapparue de plusieurs façons. Il y a eu un documentaire qui a été fait, ça reste présent chez pas mal de gens. Vous êtes allé récemment à Longwy pour parler aussi de vos recherches. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça s'organise, même si ce n'est pas simple apparemment ? Alors, ce qui est compliqué, c'est qu'il n'y a toujours pas de mémoire officielle de cette radio. Ce qui ressemble plus à une mémoire officielle, c'est l'ensemble de CD qui a été publié par la NVO, je ne sais plus, il y a 2-3 ans maintenant, ce qui peut apparaître comme une forme de réconciliation. Bon. Mais en réalité, les tensions sont encore très vives localement, et c'est notamment à chaque initiative d'un groupe ou d'un autre, ou d'un individu ou d'un autre, pour essayer de s'approprier la mémoire de la radio, qu'il y a à nouveau une flambée de tension. Et en réalité, je pense que si 40 ans plus tard, et c'était encore le cas de la semaine dernière, la semaine dernière quand je suis passée présenter l'ouvrage, si 40 ans plus tard, il y a encore une telle importance pour chaque acteur d'être le meilleur témoin de cette expérience, c'est aussi parce que chacun a besoin, parce que l'importance des événements, la radio qui les incarne, et des événements autour, est telle que chacun a besoin de revendiquer la cohérence de son propre parcours. Et c'est la preuve, je crois, que la radio en est venue à incarner bien plus que la radio. C'est-à-dire que la radio en est venue à incarner la résistance d'une population qui restait debout quand même, etc., etc. Mais elle incarne aussi le dernier point haut des résistances de la population qui, bon, ensuite je suis pas sûre que beaucoup d'auditrices et d'auditeurs aient visité Longwy, mais en soi on verrait qu'on n'est plus exactement dans un centre industriel et pas non plus dans une nouvelle métropole tertiaire en plein développement. Pour finir, est-ce que vous avez un conseil de lecture, soit sur ces questions, soit sur autre chose que vous voudriez évoquer, qui pourrait intéresser ceux qui ont écouté cette émission ? Alors, vous avez déjà mentionné l'ouvrage de Gérard Noiriel, Longwy immigré prolétaire, que je le reconseille. Et sinon, peut-être il pourrait être intéressant de lire, donc c'est toujours intéressant de lire Michel Véret, et notamment son ouvrage qui s'appelle Cheville ouvrière, qui est un ouvrage qu'il a écrit justement dans ces années où tout d'un coup on se rend compte que tout s'effondre. Et il a des réflexions très intéressantes sur cette fin de cycle-là.
Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions @paroledist et à bientôt pour un prochain épisode.